Lorsqu'on lance un projet ou une idée, un des points clés qui est parfois difficile pour nous tous, c'est la motivation. Et s'il y avait certains aspects de notre personnalité qu'on pouvait mieux comprendre pour nous aider à rester davantage motivés et à répondre à nos attentes. Bonjour et bienvenue, merci infiniment d'être là aujourd'hui. Je m'appelle Florie et je suis écrivaine de science-fiction et de polar, parfois en même temps. Et aujourd'hui, je reviens avec la série de vidéos Se connaître pour vous parler d'un test de personnalité qui a été mis en place par Gretchen Rubin et qui s'appelle les 4 Tendencies ou les 4 tendances. Donc ce test-là, c'est pas un test de personnalité qui va vous dire ou vous donner une idée sur l'ensemble de votre personnalité, c'est plutôt un test qui se focalise sur un aspect en particulier, qui est un aspect très intéressant pour la motivation, qui est comment est-ce que naturellement on a tendance à traiter les attentes externes, donc les attentes que les autres personnes ont de nous, et les attentes internes, qui sont les attentes qu'on se place pour nous-mêmes, nos propres objectifs, nos propres envies quelque part. Donc le principe de ces 4 tendances de Gretchen Rubin, c'est que donc, vous avez les 2 types d'attentes, externes et internes, et est-ce que vous arrivez facilement à les respecter ou pas? Donc ça donne 4 en fait schémas différents, donc 4 types, 4 tendances qui vous aident en fait. En gros le principe, c'est que lorsqu'on comprend quelle est notre tendance parmi les 4, on sait comment on réagit face aux attentes externes ou face aux attentes internes, et ça nous permet en fait de mettre en place des stratégies différentes pour rester motivés parce que les gens ne fonctionnent pas de la même manière. Donc comme tous les tests de personnalité, c'est des choses qui sont toujours à prendre avec des pincettes, ça vous définit pas à 100% en tant qu'individu. Je vous invite vraiment à voir ça comme un outil qui vous aide à mieux vous connaître, et lorsque vous allez faire le test et voir le résultat, vous piochez ce qui vous paraît pertinent pour vous et vous laissez ce qui paraît ne pas vous correspondre. Voilà, c'est pas une parole d'évangile sur la personne que vous êtes, mais plutôt un outil pour vous aider à mieux vous connaître et un outil pour aider à mieux s'organiser pour que ça marche mieux pour soi. Donc sans plus attendre, je vais vous présenter les 4 types. Si vous parlez anglais ou si vous faites confiance à la Google Traduction pour le faire si vous ne parlez pas anglais, je vous invite à prendre le test directement sur le site de Gretchen Rubin. Je vais vous mettre le lien juste là. Et si vous voulez en savoir plus, donc sur son site, elle en parle pas mal. Dans son podcast Happier, que je vous invite à suivre si vous comprenez l'anglais, elle parle régulièrement de stratégies par rapport aux différents types. Et autrement, je vous invite à vous procurer le livre qui s'appelle Ma vie en mieux, donc qui est traduit en français par Gretchen Rubin, où elle a tout un chapitre en fait sur ces 4 tendances, où vous allez retrouver justement des stratégies plus poussées sur comment réagir par rapport à votre tendance, et tout ça en français. Voilà, donc quels sont les 4 types de tendances, les 4 types de personnalités par rapport aux attentes externes et internes? Donc le premier, c'est ce que Gretchen Rubin appelle le upholder. Donc c'est celui qui uphold les attentes. Donc en français, ça voudrait dire celui qui honore les attentes. Donc on pourrait traduire en français le upholder par le bon petit soldat ou le bon élève, quelque chose comme ça. Et donc c'est le type de personnalité qui réagit positivement, ou en tout cas qui répond à la fois aux attentes internes et aux attentes externes. Donc c'est le type de personnalité qui va être en général assez organisé, assez mesuré. Quand il s'engage à faire quelque chose, il le fait. Que ce soit quelque chose qu'il s'engage à faire vis-à-vis de quelqu'un d'autre, par exemple rendre un dossier à temps à ses collègues ou à son client, mais aussi quand c'est quelque chose qu'il se donne à lui-même. Donc par exemple, si le upholder décide d'aller courir tous les matins à 5h du matin, si c'est une décision, un engagement que l'upholder a pris vis-à-vis de lui ou d'elle-même, eh bien il ou elle va se lever à 5h du matin et va aller courir quoi qu'il arrive, parce que c'est un engagement qu'il ou elle a pris avec lui. Donc ça paraît être cool comme tendance, puisque c'est la tendance en gros où on fait tout ce qu'on a dit, mais ça peut aussi créer des soucis, par exemple des soucis de burn-out, de vouloir trop en faire, de placer en fait la barre de plus en plus haut en fait. Elle en parle, Gretchen Rubin, je sais plus quel nom elle donne à ça, mais quand on resserre en fait justement les attentes et les obligations sur soi-même et qu'on finit par avoir un standard beaucoup trop élevé pour soi-même et par extension pour les autres aussi. Donc en général le upholder il a besoin d'apprendre à lâcher un petit peu prise et à accepter qu'on peut pas tout faire bien 100% du temps. C'est un type qui peut pas mal lutter contre toutes les notions de perfectionnisme aussi. Voilà, et donc
si vous êtes upholder, la meilleure manière en fait de rester motivé, de vous organiser, c'est de vous placer un cadre. Donc de vous placer des habitudes, des rituels, des objectifs clairs et des moments par exemple dans la journée où vous allez faire les choses, etc. Ça c'est la première tendance, le upholder. La deuxième tendance, c'est le obliger. Donc c'est celui qui est, comme quand on dit en français, je suis votre obligé. Donc le obliger, c'est quelqu'un qui répond très bien aux attentes externes, c'est quelqu'un qui est très très fiable, en qui on peut avoir confiance, mais qui par contre a beaucoup de mal à respecter ses propres attentes, ses propres engagements. C'est-à-dire que c'est le type de personnalité qui va avoir aucun problème à se lever à 5h du matin pour aller courir si il ou elle s'est engagé à le faire avec un ami, et qui sait que son ami l'attend. Mais par contre, si c'est un engagement qu'il ou elle a pris pour soi-même et pas pour quelqu'un d'autre, et ben en général ça va être très compliqué de se lever à 5h du matin pour aller courir. C'est juste un exemple, hein, le fait de se lever à 5h pour courir. Hein, je vous encourage pas à faire ça si c'est pas votre truc. Et je ne le fais pas. Bref, tout ça pour vous dire que donc les obligers, le principe c'est que si par exemple le patron lui dit de rendre un dossier à telle date, à telle heure, etc. Ou alors si la famille lui dit faut amener les petits fours pour ce week-end ou machin machin, il n'y a aucun problème, voilà, les attentes sociales, il n'y a aucun problème, répondre à ce que les gens, ce dont les gens ont besoin, il n'y a aucun problème, c'est des gens qui sont généralement très serviables, très ouverts, etc. C'est très très chouette. Par contre, les obligers vont avoir tendance à penser que leurs propres engagements vis-à-vis d'eux-mêmes sont moins importants que ce qu'il faut faire pour les autres. Et du coup, il y a un vrai problème dans cette type de personnalité-là, de savoir prendre soin de soi en fait, et de savoir honorer nos propres besoins, nos propres envies, nos propres projets, parce qu'on va avoir tendance à faire passer les projets des autres avant. Gretchen Rubin a plein d'idées sur comment un obliger peut trouver des manières de répondre à ses propres attentes, et typiquement, une des manières, c'est justement de dire aux autres en fait qu'on va faire ça, de manière à ce que les autres puissent dire ah est-ce que tu l'as fait, par exemple mettons qu'un obliger veuille manger plus sainement, et bien quelque chose qui pourrait marcher ce serait de poster des photos de ce que vous avez mangé sur les réseaux sociaux en disant, en clamant haut et fort que vous faites des efforts pour manger plus sainement, etc. Et ça va être finalement les attentes des autres qui vont venir soutenir et qui vont venir dire ah bah où est-ce que t'en es, etc., etc., qui permettent aux obligers de respecter leurs propres attentes. Dans le milieu des écrivains par exemple, les obligers c'est typiquement ceux pour qui les défis comme le NaNoWriMo sont très très utiles, parce que du coup il y a comme une attente globale de l'ensemble de la communauté d'écrire 50 000 mots au mois de novembre, et du coup c'est des systèmes en fait de soutien qui sont super super utiles pour les obligers. Ensuite, le troisième profil, c'est le profil du rebel, donc le rebelle. Et donc le rebelle, c'est celui qui ne répond ni aux attentes extérieures, ni aux attentes internes. Le rebelle, c'est celui qui dit « je fais ce que je veux comme je veux, et vous n'êtes pas mon boss, et vous avez rien à me dire ». Donc le rebelle, c'est un profil qui est très très libre, très très indépendant, et qui finalement fait beaucoup ce qu'il veut. Donc ça, c'est hyper positif du coup, parce que c'est quelqu'un qui va moins subir la pression sociale et qui va être plus finalement dans l'épanouissement par rapport à ce qu'il ou elle veut faire. Par contre, l'inconvénient, c'est que c'est très très compliqué de tenir ses engagements ou d'avoir des engagements en tant que rebelle, et justement de suivre sur le long terme des projets quand il y a une nécessité de persévérance, puisque c'est très compliqué de répondre à la fois aux attentes des autres et à ses propres attentes. Et donc ce que propose Gretchen Rubin pour aider les rebelles à s'y tenir, c'est en fait de faire un lien avec son identité. Donc si on reprend l'exemple d'aller courir à 5h du matin, ça servira à rien de dire « bien je m'engage moi-même, avec moi-même de courir à 5h du matin », ça sert à rien de dire à des amis « venez courir avec moi, on va courir ensemble à 5h du matin », si le rebelle a pas envie, il en a rien à foutre que les copains sont en train d'attendre à 5h du matin. Par contre, ce qui va être utile, c'est pour un rebelle de mettre son identité dessus, c'est-à-dire que je suis quelqu'un de sportif. Ça fait partie de mon identité de me lever à 5h du matin pour aller courir. C'est la personne que je suis, c'est la personne que je choisis d'être, et c'est la personne que j'ai envie d'incarner. Et donc c'est ce type de raisonnement-là, le fait de relier justement des habitudes, des attentes, des objectifs, des engagements à une identité. Et évidemment, c'est aux rebelles de choisir quelle va être cette identité. Et par exemple, un rebelle qui n'a pas envie de courir, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, ça marchera pas, il fera pas de course à pied. Par contre, si le rebelle, lui, arrive à se persuader que ça fait partie de son identité, de la personne qu'il a envie d'être, alors il n'y aura aucun problème à se lever à 5h du matin pour aller courir. Enfin, le quatrième et dernier type que je vous présente aujourd'hui, c'est le
questioner ou le questionneur. Donc c'est celui qui répond sans problème aux attentes internes, mais qui a beaucoup de mal avec les attentes externes. Et donc le questionneur, comme son nom l'indique, c'est quelqu'un qui a besoin de justification, qui a besoin que ça ait du sens. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ne va pas faire quelque chose juste parce qu'on lui dit de le faire, qui va pas respecter les règles juste parce que c'est des règles. C'est quelqu'un qui a besoin d'être convaincu qu'il a envie de le faire, et que ça a du sens, et que c'est pertinent. Sinon, il va pas le faire. Et donc, je suis questionneur, c'est mon type à moi. Et effectivement, aussi bien d'un point de vue attente interne qu'attente externe, j'ai besoin que ce soit justifié. Et je me rappelle d'une discussion que j'ai eu avec une copine qui est upholder, où on parlait du fait de trouver du temps pour écrire, etc. Et puis elle me dit « Ah bah t'as juste à te faire un rituel où tu décides que t'écris tous les matins à 9h. » Ouais, mais en fait ça marche très bien pour un upholder, mais ça ne marche pas pour moi, tant que je n'ai pas de pourquoi clair. Pourquoi est-ce que je devrais écrire tous les jours? Pourquoi c'est important pour moi? Pourquoi 9h du matin d'abord? Voilà, en fait tout doit être justifié, je dois être convaincue. Donc un questionneur, c'est quelqu'un qui doit être convaincu pour se lancer, se motiver, etc. Mais par contre, une fois que vous avez trouvé un système qui vous convient, que vous savez pourquoi vous le mettez en place, que vous savez pourquoi vous voulez persévérer, il n'y a plus de problème pour un questionneur. Voilà, donc je vous ai présenté assez rapidement les 4 tendances de Gretchen Rubin qui visent, je vous le rappelle, à mieux comprendre comment vous fonctionnez par rapport aux attentes internes et aux attentes externes, de manière à trouver ensuite des stratégies pour vous organiser, pour vous motiver, pour mettre en place des habitudes, pour persévérer, etc. etc. Donc, bon, la vidéo aurait été un petit peu longue si j'allais développer des stratégies pour chacun des 4 types. Je pense qu'on en reparlera au fil des vidéos futures. En attendant, eh bien, vous pouvez toujours aller consulter les différentes ressources dont je vous ai parlé en début de vidéo. Et n'oubliez pas, si vous ne parlez pas l'anglais, que Google Traduction fonctionne de mieux en mieux, même si les phrases sont pas toujours très justes. Ça peut vous aider à avoir une première idée en attendant de trouver des ressources plus abouties en français sur le sujet. Si vous avez des questions, soit sur Gretchen Rubin, sur la motivation en général, si vous avez des choses que vous aimeriez que j'aborde dans de futures vidéos, n'hésitez pas à me le dire en commentaire sous la vidéo, ou bien sur les réseaux sociaux, principalement Instagram @FloriTaylor. En attendant, je vous remercie infiniment d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une belle journée, une bonne soirée, et à la prochaine!